Le jour du 21 anniversaire de ma sœur, mes parents ont exigé que j'utilise mon fonds fiduciaire pour lui acheter une Mercedes. Je n'ai pas été emmené aux urgences, mais quelques heures plus tard, mon avocat est arrivé. Quand ils ont vu l'ordonnance du tribunal, ils sont devenus tout pâles. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La musique était si forte que je sentais les basses vibrer dans ma poitrine, une vibration sourde qui me donnait la nausée. C'était un mélange de cumbia et de ce reggaeton lent, presque pornographique, que ma sœur adorait. Le genre de musique qui sent l'argent neuf, les mauvaises décisions et la gueule de bois assurée. Nous étions dans le jardin derrière la maison de mes parents à Polanco, à Mexico. Dire que la fête était somptueuse serait un euphémisme. Des guirlandes de lumière pendaient à chaque arbre, créant un faux ciel étoilé. Il y avait un bar libre avec 2 barman jonglant avec des bouteilles de gin coûteuses, et une armée de serveurs en nœuds papillons impeccables servant des amuse-bouches qui coûtaient sûrement plus cher que mes courses de la semaine. C'était la fête des 21 ans de ma sœur Romina. Ou comme je l'appelais dans ma tête, la chouchoute. Romina, bien sûr, était le centre de cet univers artificiel. Elle portait une robe argentée si courte et brillante qu'on aurait dit du papier d'aluminium froissé conçu pour aveugler les faibles. Elle riait à gorge déployée, la tête renversée en arrière, sachant très bien que ça rendait bien sur les photos, pendant que son groupe d'amis superficiels la filmait pour leurs stories Instagram, tout avec leur bouche en forme de canard. Et moi, j'étais là. Amalia, 28 ans. La grande sœur, l'invisible, la fonctionnelle. Je restais seul près du bar, me sentant exactement comme ce que j'étais pour eux, un distributeur automatique avec une robe. Ma tenue était l'opposé de celle de Romina, une robe bleu marine droite qui criait « Je suis comptable et je veux rentrer chez moi ». J'ai regardé mon téléphone, pas par envie, mais par habitude professionnelle. La notification que je craignais et attendais en même temps venait d'arriver. Transfert réussi, 50 000 pesos mexicains, environ 2800 $, à l'événement de luxe. C'était le paiement final, le dernier clou dans le cercueil de mon bonus de fin d'année. Évaporé, disparu, pour financer tout ça. Ce cirque. Ma mère, Griselda, est passée près de moi comme une rafale de parfum Chanel numéro 5 et d'anxiété sociale. Elle portait des perles, elle en portait toujours comme si c'était une armure contre la vulgarité du monde réel, un monde qu'elle refusait de reconnaître. Ah Amalia, ma fille, dit-elle sans même me regarder. Son attention était fixée sur une invitée de l'autre côté du jardin, sûrement la femme d'un associé de mon père. Range ce téléphone. Pourquoi tu ne te mêles pas aux autres? Quelle honte. On dirait un fantôme. Fais un effort, cette fête nous a coûté cher. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Nous a coûté cher, disait-elle. Nous, en pluriel. Mais j'avais payé jusqu'au dernier pétale des extravagantes pivoines que Romina exigeait, parce que, selon elle, les roses, c'est pour les pauvres. J'avais payé les barman et leurs jeans artisanaux. Moi, pas de nous. Mais dans ma famille, nous voulait dire Amalia paie. Je n'ai rien dit. Dans ma famille, mon silence avait toujours été acheté avec l'espoir d'un peu d'affection. Soudain, la musique a baissé. Un silence gênant est tombé sur le jardin. Mon père, Hector, est monté sur une petite scène installée près de la piscine. Il était impeccable dans un costume en lin couleur ivoire, les cheveux gris peignés vers l'arrière. Il ressemblait à la couverture d'un magazine économique. Mais moi, je savais la vérité. Moi, sa comptable officieuse et gratuite, je savais que sa petite entreprise de construction se noyait dans les dettes et qu'il était à un appel de la banque de tout perdre. Il a levé une coupe de champagne. Ma famille, amis, merci d'être venu célébrer ma reine, ma chère Romina. La foule a applaudi d'un son creux. Mon père a regardé un homme plus âgé en costume visiblement très cher, assis à la table principale. Don Ciro, l'investisseur millionnaire que mon père essayait de séduire depuis des mois. Cette fête n'était pas pour Romina. C'était pour lui. Et maintenant, dit Hector, marquant une pause dramatique en respirant dans le micro. Le cadeau que nous attendions tous. Un petit détail pour la femme spectaculaire que tu es devenue. Il fit signe vers l'entrée du jardin, plongé dans l'obscurité. Romina, une Mercedes-Benz classe C9, modèle de l'année. Un cadeau de ta merveilleuse et généreuse sœur, Amalia.
La foule éclata en cris et en applaudissements. Waouh, quelle sœur! Romina poussa un cri aigu qui me perça les tympans. Elle se couvrit la bouche, feignant une surprise aussi fausse que Cécile, mais ses yeux brillaient d'excitation pure. Je me suis figé. La chaleur a quitté mon visage. Une sueur froide m'a coulé dans la nuque. Une Mercedes? Une voiture à 1,2 million de pesos? Environ 66 000 $. De quoi parlait-il? J'avais déjà payé pour ce cirque. Que voulait-il encore? Mon sang? Je sentais des centaines de regards sur moi. Hector et Griselda me fixaient depuis la scène, souriant comme des requins, mais leurs yeux étaient durs. C'étaient des ordres. Ils me faisaient signe de monter, de jouer le jeu. Romina a couru vers moi en sautant. Amalia, j'y crois pas. Où sont les clés? Donne-les-moi, vite. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Le monde s'est rétréci à la tête excitée de ma sœur et au regard autoritaire de mon père. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester immobile, la regarder fixement et secouer lentement la tête. Une seule fois. Un mouvement à peine perceptible. Mais c'était suffisant. Mon silence m'a envoyé aux urgences. Ce refus silencieux n'était pas une impulsion, ni un caprice. C'était le résultat de 28 ans à être la fille fonctionnelle, la poutre invisible qui soutenait la façade de notre famille parfaite de Polanco. Pendant que je restais là, figé sous les lumières de la fête, ma vie d'injustice a défilé devant mes yeux comme une triste présentation PowerPoint. C'était mon musée de la douleur personnelle, et j'en étais la seule visiteuse. La première pièce exposée, mon éducation. Le trophée poussiéreux de la fille intelligente. Quand j'ai été accepté à l'ITAM, une des meilleures et plus chères universités d'économie du pays, j'ai couru à la maison avec ma lettre d'admission à la main. Mon cœur battait fort avec l'espoir idiot de le rendre enfin fier. J'ai trouvé mon père dans son bureau, regardant le foot. Papa, j'ai été accepté à l'ITAM. En économie. Il a à peine levé les yeux du match. Ah, comptable, dit-il avec mépris. Et ça sert à quoi? Juste des chiffres. C'est une grande école, papa, mais elle est chère. Il m'interrompit, eh bien, paie à toi-même. Je ne vais pas dépenser pour un diplôme de comptable quand j'ai besoin d'argent pour les cours d'équitation de Romina. Cette fille, elle, a de l'avenir, elle a de l'allure. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai payé chaque semestre. J'ai travaillé dans 3 endroits différents. J'ai été serveuse dans un VIP le matin. J'ai donné des cours particuliers de maths à des enfants riches l'après-midi. Et j'ai travaillé comme stagiaire dans un cabinet comptable le soir, gagnant une misère. Je me souviens de nuits entières passées à étudier dans les toilettes de la bibliothèque de l'université, parce que la lumière gênait mes colocataires. Je pleurais de fatigue sur mes livres de macroéconomie. Je suis sorti diplômé avec mention, et une dette étudiante que j'ai mis 5 ans à rembourser. Romina, pendant ce temps, a abandonné 2 formations coûteuses, design d'image et histoire de l'art, parce qu'elle ne trouvait pas sa passion et que l'ambiance était trop toxique, en gros, parce que les gens y étudiaient. Chaque inscription, chaque matériel cher, chaque voyage d'études à Oaxaca a été payé sans discuter par mon père. Le deuxième objet de mon musée, mon travail non payé. La pièce maîtresse. J'étais en 3e année d'université, en pleine période d'examens finaux. Il était 2 heures du matin, un mardi, quand mon père a fait irruption dans ma chambre. Il sentait le whisky et la panique. Amalia, dit-il d'une voix inhabituellement tendue. Il lança 3 dossiers de comptabilité sur mon bureau, éparpillant mes notes. J'ai besoin que tu règles ça. Papa, qu'est-ce que c'est? J'ai un examen demain. Je me fiche de ton examen, rugit-il. Le service des impôts, SAT, pense qu'il y a des problèmes. Ta mère dit que tu es doué pour ça. Arrange ça. Arranger quoi? Je n'en sais rien. Fille, c'est toi la comptable. Fais juste en sorte que les chiffres concordent, et vite. J'ai passé 3 nuits sans dormir, alimenté seulement par du café instantané et du Red Bull. L'entreprise de construction de mon père n'était pas un désordre, c'était une zone de guerre financière. Factures fausses, dépenses personnelles, voyages, repas de luxe, les sacs de ma mère tout enregistrés comme dépenses d'exploitation. C'était une fraude fiscale flagrante. Et son associé, j'ai fini par le découvrir, le volait.
J'ai trouvé l'arme fumante, une série de virements vers un compte fantôme. J'ai relu les livres comptables des 2 dernières années. Je l'ai littéralement sauvé pas seulement d'une amende de plusieurs millions, mais probablement aussi de la prison. Quand je lui ai présenté les rapports corrigés, les mains tremblantes à cause de la caféine et du manque de sommeil, il les a à peine regardés. Il a juste vu la page de résumé où je lui expliquais la fraude de son associé. Bien, a-t-il dit. Il a pris les dossiers. Tu peux aller dormir maintenant. Papa, je... Quoi? Tu veux une récompense? C'est le minimum que tu pouvais faire, vu que tu vis sous mon toit. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti qu'un vide froid. J'ai appris la leçon, ma valeur ne dépendait pas de qui j'étais, mais de mon utilité. Le 3e objet de mon musée personnel, mon succès invisible. Il y a 6 mois, j'ai été promu comptable principal dans une grande société financière internationale. C'était un grand accomplissement, double de salaire, bureau personnel, et un beau bonus. Le même bonus que je venais de gaspiller pour financer cette fête. J'avais acheté une petite bouteille de tequila Don Julio 1970 pour fêter ça avec eux. J'ai appelé la maison, tout excité. Maman, papa. J'ai été promu. Je suis maintenant comptable principal. Un silence. Ah, c'est bien, ma fille, dit ma mère d'une voix distraite. Félicitations. Puis, sans transition, dit, tu peux aller chercher Romina à Antara? Elle est au Palacio de Hierro et elle a déjà vidé sa carte. Dépêche-toi, elle a un dîner et je ne veux pas qu'elle prenne un Uber. J'ai raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking de mon bureau. J'ai ouvert le Don Julio 1970 et j'ai bu une grande gorgée. Seul. La tequila m'a brûlé la gorge. Mon plus grand succès professionnel venait d'être réduit à un service de taxi et de sauvetage financier. Et maintenant, j'étais ici, à cette fête ridicule que j'avais payée, et il s'attendait à ce que je fasse apparaître un Mercedes-Benz d'1,2 million de pesos, environ 66 000 $, comme par magie, pour cette même sœur qui n'était même pas capable de gérer une carte de crédit. Non. Cette fois, ce non aussi silencieux, ce simple hochement de tête, fut la première brique que j'ai posée pour construire mon propre mur. Je ne savais pas qu'ils étaient prêts à le démolir à coups de masse. La raison pour laquelle j'avais pu payer cette fête ridicule, et la raison pour laquelle mon père, dans son délire de grandeur, croyait soudain que je pouvais acheter une Mercedes de nulle part, n'était pas mon salaire. Même s'il était bon, il ne l'était pas à ce point. Le secret avait un nom, Estla. Ma grand-mère. Ma grand-mère Estla, la mère de ma mère, avait été ma seule alliée dans cette maison de fous. C'était une femme directe, venue de Jalisco, capable de voir clair à travers les bêtises des gens, surtout celles de mon père. Ton père est un pan, Amalia, m'avait-elle dit une fois en arrosant ses violettes africaines, les seules choses qui semblaient pousser heureusement dans cette maison. Un pan qui se pavane avec des plumes empruntées. Et ta mère, Griselda. Elle a choisi d'être aveugle depuis le jour où elle s'est mariée. Ma grand-mère avait vécu avec nous ces dernières années, et depuis son fauteuil roulant, elle voyait tout. Elle voyait comment je portais le poids de la maison. Comment j'étudiais jusqu'à l'aube pendant que Romina ramenait des petits copains en cachette. Elle voyait comment mes réussites étaient ignorées, tandis que les crises de Romina pour un nouveau sac étaient traitées comme des urgences nationales. Quand elle est morte il y a 3 ans, elle m'a laissé une enveloppe. À l'intérieur, pas d'argent. Juste une carte de visite, Maître Balthazar Robles, spécialiste des fiducies et successions, à Santa Fe. Et une note écrite de sa main tremblante. Ne dis rien à personne. Ni à ta mère. Surtout pas à elle. Je suis allé au bureau de Maître Robles une semaine après les funérailles, me sentant comme une intruse. Son cabinet n'était pas dans un immeuble ordinaire, il se trouvait au 40 étage de la tour Arco-Bosque, le Pantalon, un lieu qui sentait l'argent ancien, le vrai pouvoir et le café espresso. Maître Robles était un homme âgé, impeccable, portant un costume qui valait plus cher que ma voiture, avec des yeux gris qui semblaient tout savoir. Mademoiselle Amalia Rivera, dit-il en m'offrant une eau minérale Perrier, pas n'importe laquelle, votre grand-mère Estla était une femme très avisée, et si vous me permettez, elle vous aimait profondément. Il m'expliqua, ma grand-mère Estla m'avait laissé tout son héritage. Je pensais qu'il s'agissait de la maison de Guadalajara, de quelques bijoux, mais j'avais tort. Non, mademoiselle. Votre grand-mère a vendu ses biens il y a des années, en secret, et les a investis intelligemment.
Il me tendit un dossier. Montant total, 4 millions de pesos, environ 200 000 $. J'ai failli m'étouffer avec l'eau minérale. Mais maître Robles continua, la voix soudain grave. Votre grand-mère connaissait votre famille. L'argent n'est pas directement à votre nom, il est placé dans une fiducie. Une fiducie, c'est un instrument légal conçu pour protéger un patrimoine. Vous en êtes la seule bénéficiaire, mais l'argent est bloqué jusqu'à vos 30 ans. Mon cœur s'est effondré. J'avais 25 ans à l'époque. Il restait 5 ans. Cependant, ajouta-t-il, ses yeux gris plantés dans les miens. Votre grand-mère a inclus une clause spéciale. Elle l'a appelée la clause d'adversité. Il se racla la gorge et lut directement le texte du document. Dans le cas où la bénéficiaire, Amalia Rivera, serait victime de coercition financière, d'abus émotionnels prouvés ou d'abus physiques commis par sa famille directe, à savoir Héctor Rivera ou Griselda Marquez de Rivera, la fiducie sera immédiatement dissoute et la totalité des fonds transférés à son contrôle exclusif et immédiat. Maître Robles ferma la chemise et dit. Votre grand-mère m'a dit, j'espère qu'Amalia n'aura jamais besoin de ça. Mais si ce pan de son père ou sa mère lui font ce qu'ils m'ont fait, je veux qu'elle ait les munitions pour se défendre. À ce moment-là, j'ai pleuré de gratitude. Ma grand-mère m'avait vraiment vu. Elle m'avait comprise. J'ai gardé le secret du fiducie absolu. J'ai payé la fête de Romina avec mon bonus, pensant naïvement que si je leur donnais ce qu'ils voulaient, ils me laisseraient tranquille jusqu'à mes 30 ans. Quel idiote j'étais. Maintenant, debout dans ce jardin, sous le regard furieux de mon père, j'ai compris. Romina avait parlé de l'argent de grand-mère. Ma mère, Griselda, celle qui se plaignait toujours que je mettais une clé à tout, celle qui entrait toujours sans frapper, avait fouillé. Elle avait trouvé les relevés bancaires de la fiducie. Ils ne connaissaient pas les détails, ni la clause d'adversité. Ils ne voyaient qu'un chiffre, 4 millions de pesos. Et dans leur tête, cet argent n'était plus à moi. C'était à eux. C'était la Mercedes de Romina. C'était le sauvetage de l'entreprise de Héctor. Moi, je n'étais qu'un obstacle sur leur chemin. Le silence dans le jardin est devenu lourd, épais comme du miel. 200 personnes nous observaient, passant de la confusion à la curiosité malsaine. Les invités avaient cessé de parler. La musique s'était complètement arrêtée. Le seul son audible était le bourdonnement d'un moustique près de mon oreille. Le visage souriant de mon père s'est transformé. Le masque de l'hôte parfait s'est fissuré, puis brisé, révélant la fureur glaciale que je connaissais trop bien. Don Ciro, l'investisseur, le regardait avec une sourcille levée, visiblement mal à l'aise. Il n'en fallut pas plus pour que mon père explose. Amalia, siffla-t-il en descendant de la scène. Le micro était toujours allumé, et sa voix résonna déformée par les haut-parleurs, un sifflement démoniaque. Au bureau. Maintenant. Il m'attrapa le bras. Ses doigts ne se contentèrent pas de me saisir, ils s'enfoncèrent dans mon biceps comme des pinces. Je sentis ses ongles à travers le tissu de ma robe. Il me traîna hors du jardin, à travers le salon impeccable, jusqu'à son bureau en acajou, qu'il considérait comme son sanctuaire. Les invités s'écartèrent comme si j'étais porteuse d'une maladie. Leur regard était un mélange de pitié et de jugement. Griselda et Romina nous suivirent et refermèrent les portes derrière elles. Le clic de la serrure résonna comme un coup de tonnerre. Finale. Nous étions dans la cage du lion. Tu peux m'expliquer ce qui te prend, rugit Héctor en me repoussant si fort que j'ai failli tomber. De quelle Mercedes tu parlais, demandai-je, la voix tremblante. Je me frottais le bras où des bleus commençaient déjà à apparaître. Ne fais pas l'idiote, Amalia. Don Ciro est là dehors, et c'est de lui que dépend notre avenir. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que ma fille aînée avait tellement réussi qu'elle allait offrir une voiture de luxe à sa sœur. C'est une question d'image, Amalia. Une chose que ton petit cerveau de comptable ne comprendra jamais. J'ai payé la fête, dis-je, ma voix retrouvant un peu de force. La peur laissait place à une colère froide. J'ai payé les 50 000 pesos, environ 2800 $, à l'organisateur. J'ai payé le bar libre. J'ai payé les fleurs. Je n'ai pas 1,2 million de pesos pour une Mercedes. Menteuse, cria Romina. Sa voix était un cri aigu, enfantin. Bien sûr que tu les as. L'argent de grand-mère. Maman m'a dit que tu as des millions de côté. Tu es égoïste. Je me suis tourné lentement pour regarder ma mère.
Elle détourna les yeux en tordant son collier de perles. Tu es entré dans ma chambre, demandai-je, la voix basse et dangereuse. Tu as cassé la serrure de mon bureau? Je cherchais juste un collier que tu m'avais prêté, balbutia Griselda. Un mensonge si mauvais que c'en était insultant. Je ne t'ai pas prêté de collier depuis 10 ans, maman. Peu importe comment nous l'avons su, intervint Hector en frappant le bureau du poing. Les cadres de photos de Romina, il y en avait presque pas de moi, ont sauté. Cet argent et là et tu vas l'utiliser, n'est-ce pas? Non, dis-je, c'était la première fois que je leur disais non aussi fermement. L'air a quitté mes poumons avec ce mot. Non, Amalia, s'il te plaît, supplia ma mère en changeant de stratégie. La manipulation, sa meilleure arme. Elle s'approcha et essaya de toucher mes cheveux. Tu dois comprendre, l'entreprise de construction. Les choses ne vont pas bien. Ton père en a besoin. Don Ciro doit voir que nous sommes une famille solvable, qui réussit. La voiture, c'est pour sauver les apparences. C'est un investissement. Dès que Don Ciro signe le contrat, on te rembourse. Je te le jure sur la Vierge. J'ai ri. Un son sec, amer. Me rembourser? Bien sûr. Comme vous m'avez remboursé les 3 années de scolarité de Romina que j'ai payées de ma poche. Comme vous m'avez remboursé la dette de ta carte du Palacio de Hierro que j'ai dû payer pour éviter que tu finisses fiché au crédit. Oui, c'est ça, vous allez me rembourser. Le visage de Griselda se crispa. Elle détestait qu'on lui rappelle ses échecs. Hector devint rouge, d'un rouge très dangereux. Il s'approcha si près que je pouvais sentir le whisky cher dans son souffle. Écoute-moi bien, petite, dit-il en me pointant du doigt. Tu vis sous mon toit. Tu manges ma nourriture. Tant que tu es dans cette maison, tu feras ce que je dis. Et je dis que tu vas acheter cette voiture. Tu vas sortir là dehors, tu vas sourire, et tu vas dire que les clés ont été retardées à la concession. Mais que la voiture arrive demain. Et demain, à la première heure, tu appelleras ton avocat. Non, répétai-je. C'est mon argent. C'est l'argent de grand-mère Estla. Cet argent est à la famille. Non, elle me l'a laissé à moi, et elle a été très claire. Elle a dit qu'elle me l'a laissé pour me protéger de vous. Le moment où j'ai dit « me protéger de vous » fut celui où la dernière parcelle de contrôle de mon père s'est évanouie. C'était comme jeter de l'essence sur un feu. « Te protéger de moi » répéta Hector, sa voix baissant jusqu'à un grognement menaçant. Ses narines se dilatèrent. « Ce n'est pas ma faute si tu as mené ton entreprise à la faillite parce que tu veux paraître ce que tu n'es pas, dis-je. Les mots sortant comme du poison. La fatigue de 28 ans a débordé. Je ne serai pas ton distributeur automatique. Je n'achèterai pas une Mercedes pour Romina. Et je ne sauverai pas ta société. Ça suffit. Point. Fille ingrate, rugit-il. Il leva la main pour me gifler. Par pur instinct, je me suis rejeté en arrière, esquivant le coup. Ce mouvement le déséquilibra, mais l'énerva encore plus. C'était un taureau voyant rouge point constaté qu'il avait raté, que je l'avais esquivé, l'humilia point. Tu oses me refuser, hurla-t-il, et alors il me poussa point. Ce n'était pas une petite bousculade, pas un « pousse-toi ». Il utilisa ses 2 mains, paumes ouvertes, et me poussa sur la poitrine de tout le poids de son corps. C'était un acte de pure violence, né de la frustration d'un homme brisé, humilié devant sa famille et, dans sa tête, devant Don Ciro. J'ai perdu l'équilibre. Le talon de ma chaussure s'est coincé dans le tapis perçant. Je suis tombé en arrière. Pas le temps de mettre les mains. Ma tête a heurté le coin de la grande bibliothèque en acajou dont il se vantait tant. Il y a eu un bruit sourd, un toc sec qui sembla résonner dans toute la pièce. Suivi du bruit de mon corps frappant le sol. La douleur fut immédiate, aiguë et aveuglante. Pendant une seconde, tout est devenu noir. Puis des étoiles blanches. Un sifflement aigu a rempli mes oreilles. J'ai porté la main à ma tempe, confuse, étourdie. Quand j'ai baissé la main, mes doigts étaient couverts de quelque chose de tiède et collant. Du sang. Je saignais. Le silence dans le bureau fut total pendant une seconde. Un silence de choc. Griselda fut la première à réagir. Elle porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « Hector, pour l'amour de Dieu, regarde ce que tu as fait. Il y a du sang. Ça va tacher le tapis. »
les invités vont voir. Sa panique n'était pas pour moi, mais pour la scène, pour le tapis, pour le qu'en dira-t-on. Hector me regardait, haletant, les yeux grands ouverts. Il n'avait pas l'air repentant, il avait l'air surpris par sa propre force. C'était un accident. Elle a trébuché. Et alors, Romina, j'ai entendu un clic. J'ai levé les yeux, encore groggy. Elle se tenait près du bureau avec son iPhone dernier cri à la main. La petite lumière rouge d'enregistrement était allumée. Elle filmait. Génial, dit Romina, et sa voix dégoulinait d'un mépris qui me glaça plus que le coup. Maintenant, elle va se mettre à faire son drame. Laisse-moi filmer ça pour que papa voie quelle bonne actrice tu es. Pauvre Amalia, tu vas pleurer? Tu vas appeler ta grand-mère morte? Ce fut le moment. Le clic de la caméra, la moquerie dans sa voix, furent plus violents que le coup de mon père. Ma mère avait peur de l'opinion des autres. Mon père était aveuglé par la rage. Ma sœur me filmait pendant que je saignais sur le sol de son bureau. Ce n'est pas une famille, chuchotai-je, le vertige augmentant. C'est l'enfer. Avec un effort qui m'a coûté tout ce qui me restait, je me suis mise debout en m'appuyant à la chaise. La pièce tournait. J'ai sorti mon propre téléphone. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine le déverrouiller. « Tu aimes filmer, Romina ?» dis-je d'une voix tremblante. « Filme ça. » J'ai composé le 911. J'ai mis le haut-parleur. La voix de l'opératrice a rempli le silence. « 911, quelle est votre urgence ?» Hector s'est jeté sur moi. « Raccroche. Raccroche ce téléphone. Tu es folle. » « J'ai besoin d'une ambulance, dis-je, la voix brisée. Je donnai l'adresse de Polanco clairement et fort. Mon père m'a attaqué, il m'a frappé la tête et je saigne. S'il vous plaît, vite. Donne, cria Hector en essayant de m'arracher le téléphone. Je l'ai esquivé. J'ai ouvert d'un coup la porte du bureau et j'ai couru, ou plutôt titubé, vers le salon pour retourner au jardin. À l'aide, criai-je devant tous les invités stupéfaits et un dont Siro tout pâle qui se levait. Mon père m'a frappé. Appelez la police. Je saigne. Puis le sol moquetté s'est précipité vers moi et tout est devenu noir. Je me suis réveillé avec une forte odeur d'alcool et de désinfectant. Une odeur que je déteste, l'odeur de la maladie et de la douleur. Les néons d'un plafond inconnu étaient si brillants qu'ils me brûlaient la rétine, même les yeux à moitié fermés. Là elle s'est réveillée, dit une voix de femme, calme. Tranquille, ma fille. Tu es à l'hôpital. J'ai cligné des yeux pour faire la mise au point. J'étais sur une civière, dans un box séparé par des rideaux en plastique bleu pâle. J'avais mal à la tête, une douleur à la fois sourde et lancinante derrière l'œil droit. J'ai touché ma tempe et senti un pansement rugueux. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je. Ma gorge était sèche comme la poussière. Une infirmière, une femme plus âgée avec le nom Noumi brodé sur sa blouse et des yeux qui semblaient avoir tout vu, me tendit un verre d'eau avec une paille. Une ambulance t'a amené. Tu t'es évanoui. Tes parents ont dit une chute. Mais la blessure à ta tempe ne ressemble pas à une simple chute. Un jeune médecin entra en lisant sur une tablette. Je suis le docteur Tadeo. Tu vas t'en sortir, Amalia. Nous avons dû te faire 4 points de suture. Tu as une légère commotion, mais la plaie n'est pas profonde. Tu as eu de la chance. De la chance, répétai-je en riant et le rire m'a fait mal. Cependant, continua le médecin, le ton devenu sérieux. Étant donné que tes parents ont dit chute et que les ambulanciers ont signalé une dispute domestique d'après ce que tu as crié, je dois suivre le protocole. Une femme en civil, avec une chemise et une chemise dossier, s'approcha. Ce n'était pas une docteure. Bonjour, Amalia. Je suis l'assistante sociale de l'hôpital. Écoute, le rapport de l'ambulance et la nature de ta blessure activent notre protocole de violence domestique. Je dois te poser quelques questions. Tu es tombé ou quelqu'un t'a poussé? Je regardai l'assistante sociale, puis l'infirmière Noumi. Il n'y avait plus de fête, plus de musique, plus d'attente, seulement la réalité froide et antiseptique des lumières de l'hôpital. Mon père, dis-je d'une voix ferme, m'a poussé. On se disputait pour de l'argent. Il m'a poussé contre une bibliothèque. L'assistante sociale acquiesça sans surprise, écrivant rapidement dans son dossier. Entendu. Dans ce cas, nous sommes tenus de signaler.
L'agent Zuria de la police de proximité de Miguel Hidalgo est dehors et doit prendre ta déposition officielle. Tu te sens en état de lui parler? Oui, dis-je. Je veux lui parler. Pendant que le médecin terminait ma sortie et m'expliquait les soins de la plaie, l'agent Zuria entra. C'était une jeune femme, mais avec un regard sérieux et professionnel qui ne tolère pas les bêtises. Mademoiselle Amalia Rivera, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai besoin de votre version des faits pour le rapport. Je lui ai tout raconté. La fête, l'annonce surprise du Mercedes, l'argent du fonds fiduciaire que ma mère avait découvert, la confrontation dans le bureau, la bousculade, le sang, et la partie la plus glaçante, celle qui fit serrer la mâchoire de l'agent Zuria, ma sœur en train de me filmer au lieu de m'aider. Êtes-vous prête à déclarer cela officiellement? Demanda Zuria. Oui. Très bien. Avec votre déclaration et le rapport médical, nous pouvons demander une ordonnance de protection d'urgence dès ce soir. Voulez-vous continuer? Mon cœur fit un bond. Une ordonnance d'éloignement contre mes parents. C'était un pas définitif. Mais je me souvenais du visage de mon père, de la caméra de Romina, des excuses de ma mère. Oui, s'il vous plaît. Bien, dit Zuria. Maintenant, vos parents sont dans la salle d'attente. Ils exigent de vous voir. Vous n'êtes pas obligé. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler pour vous? Quelqu'un de sûr? Oui, dis-je, sentant le soulagement m'envahir. Ma meilleure amie, Dalia, habite près d'ici, à la Roma. Je donnai le numéro à l'agente. Après son départ, je restai seul un moment. La douleur à la tête était lancinante, mais dessous, quelque chose de nouveau naissait, une résolution froide comme l'acier. Je pris mon téléphone, miraculeusement encore dans la poche de ma robe. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait. J'ignorais les 14 appels manqués de maman et papa. J'ignorais leurs messages. Je cherchais dans mes contacts, Maître Balthazar Robles. J'appelais. 2 sonneries. Mademoiselle Amalia, répondit-il, sa voix professionnelle et alerte, même à minuit. J'espère que tout va bien. Maître Robles, dis-je, la voix tremblante mais claire. C'est Amalia. Tout ne va plus bien. C'est le moment. Un silence, lourd. La clause d'adversité, dis-je. Je suis à l'hôpital ABC de l'Observatorio. Mon père m'a agressé physiquement. J'ai un rapport médical avec 4 points de suture et je viens de faire ma déposition à la police. Ils vont émettre une ordonnance d'éloignement. J'ai besoin d'activer le fiducie immédiatement. Compris, mademoiselle Amalia, dit-il, son ton passant du professionnel au glacial. Votre grand-mère Estla avait raison. Envoyez-moi les copies de ces rapports dès que vous les avez. Ne bougez pas d'ici. J'arrive, et ne parlez pas à vos parents. 20 minutes plus tard, Dalia fit irruption dans la pièce. Elle n'a pas frappé, elle a juste ouvert la tenture d'un coup, le visage pâle et les yeux écarquillés. Elle portait un pyjama et un manteau par-dessus. « Amalia !»« Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» s'écria-t-elle en courant m'enlacer. Le contact physique, le premier geste de tendresse depuis des heures fit céder quelque chose en moi. Je me suis accroché à elle, et c'est à ce moment-là que je me suis enfin autorisé à trembler. Je n'ai pas pleuré, mais tout mon corps tremblait. Il m'a frappé, Dalia. Mon père. On s'est disputé pour de l'argent et il m'a poussé. Je me suis ouvert la tête. Quel monstre, murmura-t-elle. Sa colère était réconfortante. Je vais te sortir d'ici. Tu viens chez moi. Tu ne retourneras plus jamais dans cette maison. Pas encore, dis-je en essuyant une larme de rage qui s'était échappée. Mon avocat est en route. Dalia me regarda, confuse. Avocat? Pourquoi faire? Je n'eus pas le temps d'expliquer. Les rideaux bleus s'ouvrirent brusquement mais cette fois, ce n'était pas Dalia. C'était Hector, Griselda et Romina. Ils avaient l'air épuisés, furieux et, pour la première fois de leur vie, visiblement effrayés. La fête avait clairement fini en désastre. « Amalia !» s'écria Griselda en courant vers le lit. Elle essaya de prendre ma main, mais Dalia, fidèle amie, s'interposa. « Ne la touchez pas, madame. »« Dégage, insolente !» siffla Griselda avant de reprendre son air de mère en détresse. « Amalia, ma fille, pour l'amour de Dieu, tu nous as fait une peur bleue. Ton père ne voulait pas.
C'était un accident. Tu as trébuché, n'est-ce pas? Dis au docteur que tu as trébuché. Ce n'était pas un accident, maman. Il m'a poussé. Tu exagères, dit Hector, sa voix voulant sonner autoritaire, mais tremblante de panique. Tu as glissé. Tu es confuse à cause du choc. Maintenant, lève-toi, on rentre à la maison. Tu dois dire à la police que c'était un malentendu. Je n'irai nulle part avec vous, dis-je, la voix plus forte que je ne me sentais. Dahlia se leva à côté de moi, les bras croisés, comme une lionne protégeant son petit. Tu vois ce que tu provoques, hurla Romina depuis l'entrée du box, filmant encore avec son téléphone. Tu vois? Elle continue son drame. Tu as ruiné mon anniversaire. Ma fête? Don Ciro est parti. Tout le monde est parti. Tu as appelé la police. T'es débile. Tout est de ta faute, égoïste. Ma faute, répondis-je, glacial, étonné moi-même de ce ton. Ma faute que papa m'ait éclaté la tête? Ou ma faute que toi, tu sois resté là à filmer au lieu d'aider? Romina se tut, le visage tordu par la rage d'avoir été démasqué. Ah Amalia, écoute ta mère, dit Hector en essayant de prendre un ton conciliant, totalement faux. Rentrons à la maison, on va en parler. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Retire ta plainte. Tu détruis cette famille. C'est ça que tu veux? Nous détruire? Détruire la famille, répétai-je, sentant le peur se transformer en une clarté absolue. C'est vous qui l'avez détruite. Vous l'avez détruite chaque fois que vous m'avez utilisé comme votre distributeur. Vous l'avez détruite quand maman a fouillé mes affaires. Et vous l'avez détruite ce soir, quand vous avez décidé que ma sécurité valait moins qu'une Mercedes. Ah Amalia, je t'ordonne de te lever et de venir avec nous, maintenant, hurla Hector, perdant patience. Il s'avança vers le lit. Ne vous approchez pas, cria Dahlia en s'interposant. Ne te mêle pas de ça, gronda Hector. J'ai dit non, criai-je en essayant de m'asseoir. Tu vas venir avec moi, même si je dois te traîner. Hector leva la main, peut-être par réflexe pour m'attraper. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une voix profonde et autoritaire résonna depuis le couloir. Je vous suggère de baisser la main, monsieur Rivera. Immédiatement, maître Balthazar Robles entra dans la pièce. Il ne ressemblait pas à un homme qu'on venait de réveiller en pleine nuit. Il portait un costume sombre impeccable, une cravate de soie grise, et une mallette en cuir qui valait sans doute plus que mon loyer. Il dégageait une autorité qui fit taire mon père instantanément. Mais maître Robles n'était pas seul. Derrière lui entrèrent 2 policiers et les mêmes qui avaient pris ma déposition, dont l'agent Zuria. Ils se placèrent de chaque côté de la porte, bloquant la sortie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia mon père, sa bravade s'évaporant comme de l'eau sur une plaque chaude. « Et qui êtes-vous ?»« Monsieur Hector Rivera ?»« Madame Griselda Rivera, » dit le maître Robles, sa voix coupant l'air stérile de l'hôpital. « Je suis Balthazar Robles. Je suis l'exécuteur testamentaire et administrateur légal du fiducie de feu Madame Estla Marquez. » Mes parents pâlirent. Le sang quitta leur visage si vite qu'ils ressemblaient à des morts. Romina cessa de filmer. « Fiducie, » dit Griselda, feignant la confusion. « Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, je pense que si, madame, » répondit maître Robles en ouvrant sa mallette avec un clic satisfaisant. « Vous savez pour les 4 millions de pesos. Ce que vous ignoriez peut-être, c'est la clause d'adversité. » Il sortit un document portant des cachets officiels. « En raison de l'agression physique commise par vous, monsieur Rivera, contre la bénéficiaire. Mademoiselle Amalia Rivera, agression documentée dans le rapport médical de l'hôpital ABC numéro 881B. Et dans le rapport de police numéro 404, que j'ai eu le plaisir de consulter il y a quelques minutes. Ladite clause a été invoquée. » Hector déglutit, sa pomme d'Adam montant et descendant. « Invoquée? Qu'est-ce que ça veut dire? » Cela veut dire, répondit maître Robles avec une pointe de froide satisfaction, que le fiducie, tel que l'avait prévu Madame Estla, est désormais dissous. La totalité des 4 millions de pesos, plus les intérêts accumulés, sont maintenant sous le contrôle unique, indépendant et immédiat de Mademoiselle Amalia. Vous n'avez désormais plus rien à voir avec ça. Non, hurla Griselda, perdant toute contenance. Ce n'est pas juste. C'est l'argent de la famille.
C'est ma fille. Nous sommes ses parents. Nous allons porter plainte. En réalité, non, répondit froidement maître Robles. Madame Estla a été très précise. Le fiducie est hermétique, et toute tentative de contestation entraînera pour vous, Madame Griselda, l'obligation de restituer l'argent que votre mère vous avait prêté de son vivant et que vous n'avez jamais remboursé. J'ai les reconnaissances de dette ici, d'ailleurs. Griselda perdit le souffle, comme si on l'avait frappée. Et en fait, poursuivit maître Robles, vous avez des problèmes plus urgents. Il fit un signe à l'agente Zuria. Celle-ci s'avança en tenant un autre document. Monsieur Hector Rivera, Madame Griselda Rivera et Mademoiselle Romina Rivera. Voici une ordonnance d'éloignement d'urgence émise par le juge de permanence du tribunal supérieur de justice. Les yeux de Romina s'écarquillèrent. Quoi? Mais je n'ai rien fait. J'ai juste filmé. Exactement, répondit l'agent Zuria. Vous avez été mentionné dans la déposition comme complice pour intimidation et pour avoir filmé l'agression au lieu d'appeler à l'aide, ce qui est un délit selon la loi d'accès des femmes à une vie sans violence. Cet ordre leur interdit de s'approcher à moins de 100 mètres de mademoiselle Amalia ou de la contacter par n'importe quel moyen, que ce soit par téléphone, par voie électronique ou par des tiers. Compris. C'est ridicule, cria Hector, retrouvant un peu de sa fureur. C'est ma fille, elle vit dans ma maison. Là elle vivait, corrigeai-je, ma voix sonore pour la première fois de la nuit. Monsieur, dit l'autre agent en posant une main sur son ceinturon. C'est une ordonnance du tribunal. Vous devez quitter l'hôpital immédiatement. Si vous tentez de recontacter mademoiselle Amalia ou si vous refusez de partir, vous serez arrêté pour outrage. Suis-je clair? Ma mère me regarda. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais ce n'était pas du repentir, c'était de la rage et de l'auto-apitoiement. Amalia, ma fille, ne nous fais pas ça. Nous sommes ta famille, tu vas le regretter. Je regardais la femme qui avait fouillé mes affaires, je regardais l'homme qui m'avait fendu la tête, et je regardais la fille qui m'avait filmé pendant que je saignais. Non, dis-je. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé qu'une Mercedes valait plus que moi. Je me levai de la civière, encore étourdi, mais Dahlia me soutint. Merci, maître. Merci, madame l'agente. Je marchai directement vers la sortie du box. Je passai devant eux 3 statues d'étonnement et de fureur vaincue, pâles sous la lumière des urgences. Pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas, je marchais vers ma liberté. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Comme ça je saurai que tu as liké et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dahlia m'a emmené dans son appartement, dans le quartier de la Roma, un petit endroit mais chaleureux qui sentait l'encens et le café. Elle m'a prêté un pyjama propre et m'a fait une tisane de tilleul qui m'a semblé délicieuse. Je me suis assise sur son canapé, enveloppé dans une couverture, en regardant le lever du soleil au-dessus des immeubles de Mexico. Le pansement sur ma tempe battait au rythme de ma nouvelle liberté. Mon téléphone, que Dahlia avait mis à charger, vibrait sans arrêt sur la table basse. Appel manqué, Papa 12, Maman 28, Romina 5. Messages vocaux. J'ai tout effacé sans les écouter. Puis les messages textes ont commencé, une avalanche de désespoir et de venin. Tu es une traîtresse. Tu nous as ruinés. J'espère que tu pourriras avec cet argent. Romina. Amalia, s'il te plaît, réponds. Ton père est effondré. Il ne voulait pas te blesser. Tu dois retirer l'ordonnance. Il parle de l'arrêter. C'est ça que tu veux? Voir ton père en prison. Maman. Maman, tu as annulé toutes mes cartes, celles des magasins. Je suis censé vivre comment? Tu es un monstre égoïste. Romina. Je t'ordonne de venir à la maison pour parler. Ça ne restera pas comme ça. Tu es toujours ma fille et tu vas m'obéir. Papa. Tu m'as volé. Cet argent était à la famille. Tu es un rat. Romina. Avec un calme qui m'a surprise, j'ai bloqué leur numéro. Un par un. Papa, bloqué. Maman, bloqué. Romina, bloqué. Le soulagement fut instantané et profond,
comme remonter à la surface après être resté trop longtemps sous l'eau. Mais le vrai karma n'est pas arrivé par mon téléphone, il est arrivé par le leur. À 9 heures du matin, pendant que Dahlia me préparait des chilaquiles qui avaient goût de vie, je parlais au téléphone avec Maître Robles. Nous coordonnions le transfert des fonds du fiducie vers un nouveau compte bancaire, dans une nouvelle banque, un compte que moi seul connaissais. Au fait, mademoiselle Amalia, dit Maître Robles avant de raccrocher, on dirait que les nouvelles vont vite dans votre cercle social. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai reçu un appel très tôt ce matin d'un certain Don Ciro. Apparemment, il a été très impressionné par vous hier soir ou plutôt, impressionné par votre père. Il s'avéra que Don Ciro, l'investisseur baleine que mon père courtisait, n'était pas un idiot. Il a vu l'agression. Il a vu mon père me traîner jusqu'au bureau. Il a vu l'ambulance m'emporter avec du sang sur la tempe, et surtout, il a vu la police arriver. Il a appelé mon père à 7 heures le matin même. Hector, lui a-t-il dit, d'après ce que m'a raconté ensuite le maître qui a des contacts partout. Merci pour la fête d'hier. Elle a été très révélatrice. J'ai décidé de ne pas investir dans ta société de construction. En fait, j'ai décidé de prévenir mes autres partenaires de tes méthodes de négociation. Je ne fais pas affaire avec des hommes qui frappent leurs filles en public pour de l'argent. Clac. La dernière chance de mon père de sauver son entreprise s'était évaporée. Le pan avait été plumé en public. Ensuite, comme on pouvait s'y attendre, les coups de fil des singes volants ont commencé. Ma tante Silda, la petite sœur commère de ma mère, m'a appelé à midi sur le téléphone de Dahlia et Dieu sait comment elle l'a eu. Amalia, mais qu'est-ce que tu as fait, petite, cria-t-elle dès que j'ai répondu. Ta mère est inconsolable. Elle dit que tu l'as traitée horriblement à l'hôpital et que tu as appelé la police. Amalia, c'est ta famille, comment as-tu pu? Hector est hors de lui. Ils disent que tu as ruiné un contrat. Tata, l'interrompis-je, la voix plate et sans émotion. Hector m'a fendu la tête et j'ai fini aux urgences avec 4 points de suture. Maman était plus inquiète pour le tapis. Romina me filmait. Donc, avec tout le respect, ton avis et le leur ne m'intéressent pas. Mais Amalia, la famille. La famille ne t'envoie pas à l'hôpital, tata. Au revoir. Je raccrochais. La façade s'était brisée. La belle maison de Polanco n'était plus un palais, c'était une scène de crime. Les commérages, dans ce cercle social, vont plus vite qu'un virement bancaire. À la fin de la journée, tout le monde savait que la fête parfaite de Romina s'était terminée avec une ambulance, la police et une ordonnance d'éloignement. Pendant ce temps, j'étais sur le canapé de Dahlia, en pyjama, ouvrant mon ordinateur portable et cherchant sur Immeuble 24. À louer, appartement meublé, une chambre. Quartier Condesa, balcon. J'ai composé le numéro de l'agent. Bonjour, je suis intéressé. Je peux le visiter aujourd'hui? J'ai l'argent pour payer un an d'avance. En liquide, l'argent quand il est dans les bonnes mains est un outil. Dans les mains de mon père, c'était une arme pour impressionner, un pansement pour cacher ses échecs. Dans les miennes, c'est devenu un bouclier et une clé. 2 jours après la fête, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement à la Condesa. Il était petit, mais avait un balcon donnant sur un parc plein d'arbres et de chiens heureux. J'ai utilisé une partie des fonds de ma grand-mère pour payer une année entière d'avance. L'agent immobilier n'a même pas sourcillé. Dans ce quartier, l'argent parle et le mien criait « solvabilité ». Pendant que je déballais mes maigres affaires, Dahlia et son petit ami m'ont accompagné à la maison de Polanco avec une escorte policière pour récupérer mes affaires en moins de 30 minutes. Mes parents me regardaient depuis le salon, en silence. Leur visage était un mélange de haine et de panique. Je n'ai pas dit un mot. L'empire de papier de mon père s'effondrait. L'appel de Don Ciro n'était pas qu'une anecdote, c'était le premier domino qui a fait tomber la rangée. Les fournisseurs, en apprenant par les ragots que le gros investissement était tombé à l'eau, ont commencé à exiger leur paiement en retard. Les banques, déjà nerveuses à cause des rapports de crédit d'Hector, ont gelé ses lignes de crédit. En moins de 2 semaines, l'entreprise d'Hector Rivera, Construction Prestigio, s'est officiellement déclarée en faillite. Et avec la société est partie la maison. La maison de Polanco, la fierté de ma mère avec ses sols en marbre, son jardin impeccable et ses meubles importés, n'était pas payée. Elle faisait partie d'un crédit professionnel. La banque l'a saisie. Je l'ai appris grâce à une story Instagram de Romina.
C'était une courte vidéo, filmée avec son téléphone tremblant, d'un avis de saisie collé sur la porte principale en acajou. La caméra a balayé pour la montrer, elle, en train de pleurer, le mascara dégoulinant en larmes noires. Le texte disait « Ma sœur nous a tout pris. Elle nous a littéralement laissés à la rue. Mon père est malade à cause d'elle, et elle ne répond même pas au téléphone. C'est une traîtresse. Dièse traîtresse #intéressé #famille brisée. J'ai ri. J'ai ri si fort que ma voisine a tapé contre le mur. Ils avaient dépensé mon argent, mes primes, mes économies pendant des années. Ils ont dépensé l'argent de ma grand-mère Estla, l'argent des fournisseurs, l'argent de la banque. Et maintenant la faute serait la mienne parce que je n'ai pas laissé qu'on me vole 4 millions de pesos de plus. L'ironie était délicieuse. Quelques semaines plus tard, Dalia, ma fournisseuse officielle de potins, m'envoya une autre capture d'écran. C'était le profil de Vinted, une appli de revente de vêtements, appartenant à Romina. Sac Gucci marron, presque neuf, utilisé une seule fois, 30 000 pesos mexicains. Chaussures Valentino Rockstud, original, 15 000 pesos mexicains. Offre sérieuse, pas d'échange. Robe argentée d'anniversaire, portée une fois, 10 000 pesos mexicains. La chouchoute vendait ses bijoux. Apparemment, la vie sans le distributeur automatique appelé Amalia exigeait quelques sacrifices. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement. J'avais acheté une petite plante de lavande. L'air sentait le café fraîchement moulu de la cafétéria d'en bas et la terre humide du parc. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon nouveau compte bancaire dans une nouvelle banque, avec un nouveau gestionnaire personnel recommandé par Maître Robles et j'ai regardé le solde. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était de la sécurité. C'était des options. C'était l'avenir que ma grand-mère m'avait offert. Pour la première fois de ma vie, l'argent ne me semblait ni une obligation ni un danger. Il me semblait être la paix. C'était comme un câlin de ma grand-mère Estla depuis l'au-delà. J'ai bu mon café lentement. La vie était belle. Un mois s'était écoulé. Un mois de silence glorieux. J'avais commencé une thérapie pour déballer 28 ans d'abus financiers et émotionnels. Ma thérapeute m'a expliqué que je souffrais du syndrome de la fille aînée, une condition non officielle mais très réelle, dans laquelle on t'élève pour être une deuxième mère, une fournisseuse, mais jamais une personne. J'apprenais à poser des limites, à dire non sans avoir l'impression que le monde allait s'effondrer, à comprendre que je n'étais pas responsable du bonheur ni des dettes de qui que ce soit d'autre. Ma vie prenait une nouvelle normalité, tranquille. J'avais repris le travail, où mon patron s'était montré incroyablement compréhensif. Je m'étais acheté de nouveaux meubles. Je respirais enfin, jusqu'à ce qu'un matin, en vérifiant mes mails, je vois un message dans ma boîte de spam. L'expéditeur, griseldam@hotmail.com. L'objet, s'il te plaît, Amalia, je suis ta mère. Mon premier réflexe fut de le supprimer. Ma thérapeute m'aurait dit de le supprimer. L'ordonnance de restriction disait que c'était illégal. Mais la curiosité et cette vieille faiblesse, cette stupide petite espérance d'enfant que cette fois ce serait différent à gagner. Je l'ai ouvert. Amalia, ma fille, fille de mon cœur. Je sais que tu es en colère, et tu en as le droit. Ton père ne sait pas contrôler son tempérament. Il a toujours eu la mèche courte. Il est vraiment désolé, crois-moi. Tu ne sais pas combien il souffre. Il ne mange presque plus. Il pleure tous les soirs. Nous avons dû déménager. Nous vivons dans un petit appartement horrible à la Narvart. Tu peux le croire? Les murs sont si fins qu'on entend tout ce que dit le voisin. Ton père a dû vendre sa voiture. Romina, ma pauvre Romina, a dû trouver un travail. Un travail. Elle est vendeuse chez Zara. Tu l'imagines? Ma fille debout 8 heures par jour. Elle rentre épuisée, les pieds enflés. C'est l'enfer. Amalia, elle est déprimée. Je sais que nous avons eu des malentendus. Je sais que nous n'aurions pas dû te mettre la pression. Mais nous étions une famille. Tu te souviens d'Acapulco? Tu te souviens des Noëls? Nous étions heureux. Le sang appelle, ma fille, et maintenant nous avons besoin de toi. Je ne te demande pas les millions, je sais que cet argent est à toi. Nous comprenons. Peux-tu seulement nous prêter un peu? Juste pour la caution d'un meilleur endroit, pour que ton père puisse recommencer, pour que Romina puisse quitter ce travail horrible. Je te le jure sur la Vierge de Guadalupe,
nous te rembourserons dès que ton père ira mieux. Ne laisse pas ta famille sombrer. Tu nous tues lentement. On t'aime. Ta mère, Griselda. J'ai lu l'email 3 fois. Mon estomac s'est retourné. Pas une seule fois elle n'a dit pardon. Pas une seule fois elle n'a dit « pardon d'avoir fouillé ta chambre ». Pas une seule fois elle n'a dit « pardon de t'avoir forcé ». Pas une seule fois elle n'a dit « pardon d'avoir laissé Hector te frapper ». Il n'y avait que des plaintes, de la manipulation, une liste de leurs nouvelles misères, me reprochant d'en être la cause. Nous prêter. Ils me prenaient encore pour une idiote. Ils étaient repentants, ou ils repentants d'avoir été découverts. Repentant que la vache allait ait enfin fermé le robinet. J'étais sur le point de supprimer le message, le cœur battant de rage, quand mon téléphone a sonné. C'était Maître Robles. Mademoiselle Amalia, bonjour. Heureux de vous trouver. Maître, bonjour. Tout va bien? Tout est en ordre, dit-il. Juste une chose encore. Une dernière formalité. Avec la dissolution du fiducie, il reste un dernier article que je dois vous remettre. Il était stipulé dans les statuts que je ne pouvais vous le donner que si la clause d'adversité était invoquée. C'est une lettre de votre grand-mère Estla. Ma respiration s'arrêta. Une lettre. Oui, je l'ai ici. C'est personnel. Je peux envoyer un messager à votre nouvelle adresse. 1 heure plus tard, j'avais entre les mains une enveloppe épaisse et jaunie. Le papier était ancien. L'écriture de ma grand-mère, tremblante mais ferme, disait « Pour ma guerrière Amalia ». Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. Amalia, ma guerrière? Si tu lis ceci, cela veut dire que ma plus grande peur s'est réalisée. Cela veut dire qu'ils ont essayé de te faire la même chose qu'ils m'ont faite. Tu croyais que l'argent que je t'ai laissé venait de propriétés à la campagne, n'est-ce pas? C'était un petit mensonge que j'ai demandé à ton avocat de te raconter au début. La vérité, c'est que cet argent était mon fonds de retraite. Ce que ta mère et ton père ignorent, c'est que moi aussi, j'avais un fiducie. C'était l'héritage de ton grand-père. Quand ton père a lancé sa société, il est venu me demander des prêts. Ta mère a pleuré, m'a supplié, juste pour commencer, « Maman, on te remboursera ». Ils m'ont vidé, Amalia. Ils ont pris mes économies, ma retraite. Ils ont tout investi dans cette façade de Polanco, dans ces voitures qu'ils ne pouvaient pas payer, dans les vêtements de ta sœur. Ils m'ont presque laissé sans rien. Quand je suis tombé malade des reins, c'est moi qui ai dû vendre mes bijoux pour payer les médecins, pendant qu'eux partaient en voyage d'affaires en Europe. Ce fiducie, ces 4 millions, c'est tout ce que j'ai pu sauver et cacher d'eux. Je l'ai fait pour toi, parce que j'ai vu comment ils te regardaient. Ils te voyaient comme ils me voyaient, comme une solution, pas comme une fille. Ne répète pas mes erreurs. Ne laisse pas leur amour te transformer en distributeur automatique. Tu ne leur dois pas ton silence. Tu ne leur dois pas ton avenir. Ne laisse pas la culpabilité te rendre faible. Vis ta vie, ma fille. Sois libre. Brise-leur le cœur s'il le faut, avant qu'ils ne te détruisent l'âme. Avec tout mon amour. Ta grand-mère Estla. Des larmes ont coulé sur mes joues. Des larmes chaudes, non pas de tristesse, mais de lucidité absolue. Ce n'était pas nouveau. C'était un schéma. Un cycle d'abus générationnel. Ma mère n'était pas seulement faible, elle était complice active du même abus qu'avait subi sa propre mère. J'ai pris mon ordinateur. J'ai regardé une dernière fois le mail de ma mère. Nous sommes ta famille, je te le jure, on t'aime. J'ai déplacé le curseur et j'ai cliqué sur supprimer. Puis je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué l'expéditrice. 1 an a passé. Aujourd'hui, ma vie est méconnaissable dans le meilleur sens du terme. Je vis seul dans mon appartement à la Condesa. Le soleil entre le matin et éclaire les plantes de monstera et de poteaux dont j'ai appris à prendre soin. Le silence n'est plus inconfortable. Il est paix. La paix de savoir que personne n'entrera sans frapper, que personne ne me demandera rien. J'ai continué ma thérapie. Ça a été long et douloureux. J'ai dû déballer 28 ans d'abus financiers et émotionnels. J'ai dû pleurer pour la petite fille qui n'a jamais eu de vrais parents. J'ai dû me pardonner d'avoir supporté aussi longtemps. Ma thérapeute m'a dit que famille ne devait pas être synonyme de sacrifice inconditionnel. J'ai appris que poser des limites ne fait pas de moi une mauvaise fille, mais une adulte équilibrée.
Avec une partie de l'argent et mon propre salaire qui, cette fois, m'appartient vraiment, j'ai commencé à investir intelligemment. J'ai diversifié. J'ai acheté un petit fonds indiciel. Maître Robles m'a aidé à établir un plan. Et j'ai aussi créé un blog financier anonyme, Finance pour guerrières. J'y écris sur la façon d'identifier les abus financiers familiaux, comment créer des fonds d'évasion, comment fonctionnent les outils légaux comme les fiducies et les comptes conjoints. J'y écris sur la différence entre aider et être utilisé. Il a des milliers de lectrices. Chaque message que je reçois d'une femme de Sinaloa, de Monterrey ou de l'État de Mexico disant « Tu m'as ouvert les yeux. Je prépare mon plan. » Vaut plus que n'importe quelle Mercedes ou n'importe quelle famille toxique. Les nouvelles vont vite, même quand on essaie de ne pas les écouter. Ils ont perdu la maison de Polanco, évidemment. Ils vivent dans cet appartement loué à la Narvart. Mon père Hector, avec sa réputation en ruine. Et Don Ciro s'est chargé de raconter l'histoire dans chaque club de golf de la ville. Il n'a pas pu relancer son entreprise. J'ai entendu par ma tante Silda qui m'a appelé une dernière fois avant que je la bloque. Qu'il travaille maintenant comme consultant indépendant, ce qui veut dire en réalité qu'il est au chômage. Et qu'il vit de ce que ma mère obtient en vendant les quelques bijoux qui lui restent. Ma mère, Griselda, a essayé de sauver les apparences, mais sans argent. Ses amis de Polanco l'ont laissé tomber comme un sac de la saison passée. Et Romina, Romina. Elle travaille toujours chez Zara. Dalia l'a croisée l'autre jour au centre commercial. Elle m'a dit qu'elle avait l'air fatiguée, avec son uniforme froissé et une expression amère. Apparemment, la vraie vie est plus dure qu'une story Instagram. Romina a essayé de me contacter il y a quelques mois depuis un nouveau numéro. Avec un message qui disait seulement « Je te déteste, tu as ruiné ma vie. » Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Je n'ai plus parlé avec eux depuis cette nuit à l'hôpital. L'ordonnance d'éloignement a expiré il y a 6 mois. Mais je n'ai pas eu besoin de la renouveler. J'ai construit mes propres murs et ils ne sont pas faits de peur, mais de respect de moi-même. Parfois, je repense à cette nuit. À la douleur, au sang, à la trahison. Mais surtout, je pense à la lettre de ma grand-mère. Je n'ai pas seulement rompu un cycle. Elle a essayé. Moi, je l'ai terminé. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils se sont détruits eux-mêmes. Avec leur cupidité, leur orgueil. Et leur incapacité à aimer quelqu'un d'autre que leur propre reflet. Je me suis simplement refusé à être le carburant de leur théâtre de vanité. Ils ont cessé d'être ma famille. Le jour où ils ont décidé qu'une voiture de luxe valait plus que ma sécurité. Ma famille, maintenant, c'est Dalia. Celle qui m'apporte de la soupe quand je suis malade. Ma famille, ce sont les femmes de mon blog. Celles avec qui nous nous soutenons mutuellement. Ma famille, c'est le souvenir de ma grand-mère Estla, ma guerrière. Ma vie maintenant est tranquille, stable. Elle m'appartient. Et cela m'amène à vous poser la question. À vous tous qui avez écouté mon histoire jusqu'au bout. Ma famille dit que je les ai trahis. Que j'ai appelé la police. Et que je leur ai pris leur argent au moment où ils avaient le plus besoin d'aide. Mais moi, je crois que j'ai simplement choisi de survivre. Et d'honorer l'héritage de la seule personne qui m'a vraiment protégé. Et vous, qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort de protéger mon héritage et de me protéger moi-même?